Très bien, donc on va pouvoir commencer. Vous allez avoir un séminaire par Jérôme Riedi, que je connais depuis très longtemps. Jérôme est professeur à l'Université de Lille et il est chercheur dans un laboratoire avec lequel j'ai beaucoup collaboré, qui s'appelle le laboratoire d'optique atmosphérique. Jérôme a fait son doctorat en 2001 dans ce laboratoire. Et en fait, dès le début, il a travaillé sur la mission spatiale Polder, dont j'ai pu vous montrer quelques planches déjà, sur lesquelles j'ai travaillé. Puis là, en fait, il a eu une habilitation à diriger des recherches et j'étais le garant de cette habilitation. Voilà, donc Jérôme est vraiment un spécialiste de l'observation des nuages par satellite. Il collabore à pas mal de missions spatiales, soit qui ont déjà été lancées, soit qui vont être lancées dans le futur. Et donc il va nous montrer tout un tas de choses sur justement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces observations spatiales pour caractériser les nuages, pour comprendre un peu mieux la physique de ces nuages, ce qui permet ensuite de mettre les équations dans les modèles et d'essayer d'anticiper les variations des nuages dans le futur. Donc Jérôme, merci à toi. Merci François-Marie. Je dois d'abord vous dire que je suis vraiment extrêmement heureux de voir un amphi d'une telle qualité. Ça fait bien longtemps qu'à l'université, je n'ai pas vu un aussi bel amphi et aussi rempli, d'une audience aussi attentive et studieuse. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Merci à François-Marie de m'avoir donné cette occasion. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de l'observation spatiale, l'observation satellitaire des nuages, et je vais tenter de couvrir un certain nombre de questions des plus basiques, telles que qu'est-ce qu'un nuage, pourquoi est-ce qu'on les étudie, et qu'est-ce que peuvent apporter les satellites dans cette problématique générale. Alors, qu'est-ce qu'un nuage? On va y aller très simplement. Je vais commencer par vous en montrer quelques-uns. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise depuis le Velux d'un musée, depuis le sol, par avion, et puis enfin par satellite. Ces images, elles ont toutes quelque chose en commun, c'est que si je vous les montre, en fait, et que je vous demande de me pointer les parties de l'image qui sont des nuages, presque immédiatement, je pense que je vais avoir un 100% de réponse correcte, parce que votre cerveau, depuis le plus jeune âge, a été entraîné à repérer un nuage, et vous avez une connaissance peut-être, intuitive de ce qu'est un nuage. Ça va être beaucoup plus compliqué de matérialiser cette connaissance, de définir ce qu'est un nuage, mais vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de reconnaître ces nuages sur ces images, et ça, c'est un premier élément assez intéressant. Le travail de télédétection qu'on va faire depuis l'espace, c'est d'essayer de traduire cette connaissance un peu intuitive et d'utiliser les connaissances physiques du rayonnement pour détecter ces nuages et les caractériser. Donc cette connaissance intuitive, on reviendra à la fin de l'exposé sur ce qu'on peut faire à partir de l'intelligence naturelle ou de l'intelligence artificielle. Mais je voulais qu'on ait bien cette image en tête. En fait, je sais reconnaître un nuage quand j'en vois un. Même si je ne suis pas capable de le définir extrêmement précisément, je sais le reconnaître. Alors, pourquoi étudier les nuages? D'abord, c'est une question qui ne date pas d'hier. Je pense qu'à peu près, depuis que l'homme est sur la Terre, il a très rapidement dû se poser la question de ce qu'il allait faire comme météo, notamment sur les précipitations. Et encore aujourd'hui, je crois que tous les jours, on voit régulièrement les gens sortir avec leur nez sur leur téléphone plutôt que de regarder la couverture nuageuse. Mais donc, quel que soit le moyen d'observation ou le moyen de prédiction, c'est une question historiquement très intéressante. On a retrouvé les premiers enregistrements météorologiques chinois sur des inscriptions, donc des oracles qui étaient gravés sur des os, qui datent de 1500, dans la dynastie Shang, donc 1500 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Et le premier traité complet de météorologie a été écrit par Aristote, donc 300 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a des milliers d'articles qui sont publiés chaque année et des pétaoctets de données, donc des volumes absolument gigantesques de données qui sont produits, et notamment qui sont produites par l'observation spatiale. Alors, François-Marie a fait une extraordinaire introduction à la question du bilan radiatif. Pourquoi on s'intéresse aux nuages également? Parce que depuis que la Terre existe, les nuages sont une composante essentielle du bilan radiatif de la planète. Et question qui est cruellement d'actualité en ce moment, c'est le déséquilibre notamment de ce bilan radiatif, puisque si on ajoute les nuages, mais aussi les surfaces, les gaz à effet de serre, etc., l'énergie rayonnée par la planète
est légèrement inférieure à l'énergie qu'elle reçoit, et donc la planète accumule de l'énergie, d'où le réchauffement climatique. On est, pour fixer les ordres de grandeur, à environ 1 watt par mètre carré de déséquilibre radiatif sur la planète. Ces 1 watt par mètre carré sont à mettre en relation avec les chiffres que François-Marie a mentionnés juste avant, c'est-à-dire 20 watts d'effet de refroidissement des nuages, 1 watt et demi de rétroaction possible sur le bilan radiatif. Et donc, on voit bien que les incertitudes en jeu pour la prédiction du changement climatique sont extrêmement importantes et sont très, très fortement liées à la compréhension qu'on a des nuages et à la façon dont on va être capable de les représenter dans les modèles. Pour fixer un peu les idées mais je vais passer assez rapidement là-dessus, puisque François-Marie a déjà bien insisté. Je vous donne le résultat tout de suite de l'observation spatiale, hein, voilà, des statistiques de la couverture nuageuse telle qu'on peut l'observer à partir d'observations spatiales. On va répartir, alors, je ne suis pas certain d'avoir le bon bouton, voilà. On va regarder les couvertures de nuages liquides, les couvertures de nuages de glace, les couvertures où la phase de l'eau est mixte, où on a de la glace et de l'eau liquide en même temps. Et donc, vous voyez la fraction nuageuse à la surface de la Terre. On peut regarder les variations diurnes, donc différence entre le jour et la nuit de cette fraction nuageuse. Et on peut, à partir de ces éléments-là et des propriétés des nuages, calculer les forçages, donc l'effet radiatif des nuages au sommet de l'atmosphère en valeur nette, comme l'a montré tout à l'heure François-Marie, qui est le résultat du forçage aux ondes courtes dans le solaire et du forçage dans les grandes ondes infrarouges, dans l'infrarouge thermique. Et on voit que le type de nuage, selon les zones, selon leur nature, leur composition liquide ou glace, l'effet net ne va pas être le même, c'est ce qui a été mentionné tout à l'heure. Donc à nouveau, c'est une des raisons pour lesquelles on s'intéresse de manière importante à cette répartition des nuages. Et puis il y a une dernière raison que je voudrais souligner. C'est une image qui a été prise par la sonde Cassini en 2013, donc, au moment où elle passait sous les anneaux de Jupiter, de Saturne, pardon. Vous voyez la planète, en fait, ce petit point bleu là, que Carl Sagan mentionnait, ce pale blue dot mentionné par Carl Sagan, eh bien c'est là où on habite. C'est pas une tache sur l'écran, c'est bien nous. Et les nuages sont une des composantes essentielles du cycle hydrologique de la planète et donc de la vie sur Terre, raison fondamentalement essentielle pour laquelle on peut s'y intéresser. Voilà. Alors, à quelle échelle est-ce qu'on va essayer d'observer ces nuages pour les mettre en équation et les inclure dans les modèles de prévision? On va pouvoir regarder sur cette illustration les dimensions de la Terre. Si on met la Terre à plat, on se rend compte que l'épaisseur de l'atmosphère, c'est grosso modo 10 km, 10 à 15 km pour la partie troposphérique dans laquelle se forment les nuages, sur des distances qui sont, elles, beaucoup plus conséquentes. Donc on a une dimension d'observation globale qui est à couvrir extrêmement importante, et donc on comprend tout de suite l'intérêt de pouvoir utiliser les satellites pour couvrir globalement et observer globalement cette couverture nuageuse, puisque les propriétés globales et la répartition de cette fraction nuageuse va être quelque chose d'intéressant au premier abord. La deuxième chose, c'est l'échelle météorologique, c'est-à-dire qu'à l'échelle du pays, on va aussi vouloir observer les structures nuageuses, les systèmes météorologiques qui vont donner lieu aux événements extrêmes, par exemple aux précipitations qu'on a pu avoir en Espagne. Et puis les physiciens de l'atmosphère vont également s'intéresser à des échelles beaucoup plus petites, hein, de l'ordre de la centaine de mètres jusqu'à la diffusion moléculaire. Et on va s'intéresser notamment à toute la cascade d'énergie entre ces différentes échelles. Et on voit qu'à chaque échelle d'observation, on va avoir une problématique d'observation et on va pouvoir répondre à certaines questions, depuis l'effet global des nuages jusqu'à des questions de processus, processus qui sont essentiels à comprendre parce que c'est ça le cœur de la rétroaction. Si on comprend bien les processus associés aux nuages, on permet de mieux représenter la rétroaction des nuages dans le changement climatique. Les satellites vont nous permettre d'observer ces nuages à différentes échelles. Alors, pour les questions climatiques, on va avoir besoin justement de cette échelle globale et de longues séries temporelles pour essayer de comprendre comment la couverture nuageuse évolue.
Pour la météorologie, on a besoin de haute résolution, et les capacités d'observation nous montrent qu'on est de plus en plus capable d'observer les nuages à haute résolution et de le simuler, également de les modéliser à haute résolution. Les prochains modèles de météo sont à l'échelle kilométrique ou subkilométrique pour certains. Et puis pour les processus, alors là évidemment, il y a tout à l'heure François-Marie a présenté les restitutions des tailles de gouttes des nuages. Et je ne sais pas si vous avez noté la magie de l'exercice. On est capable de déterminer des tailles de gouttes, de faire la différence entre 5 et 6 microns de taille de goutte, sachant que le satellite est à 800 km d'altitude. Vous voyez un peu, il faut un certain exercice scientifique pour arriver au résultat. Donc on est capable de voir des choses extrêmement fines sur les nuages, mais évidemment de manière statistique. On ne va pas observer depuis le satellite directement le processus. Par contre, je vais vous expliquer, je vous illustrerai ça un petit peu après, comment l'approche statistique d'observation peut permettre de comprendre des choses sur les processus nuageux. Alors je vais revenir au cœur de l'exposé, donc l'observation des nuages par satellite. À nouveau, je vais vous présenter une image qui vous sera peut-être familière. Alors non, ce n'est pas un atome, non, ce n'est pas une expérience du CERN, c'est la Terre. La Terre entourée des plus de 10 000 satellites. Pour vous en convaincre, on va zoomer un petit peu, voilà, donc d'accord. Donc, chacun des points rouges et bleus et gris représente un objet en orbite autour de la Terre. Et on a actuellement plus de 10 000 satellites, on a passé le cap en juin dernier, plus de 10 000 satellites en opération, sans compter les débris et le résidu des lanceurs qui sont à l'espace. Donc on comprend rapidement que la Terre est extrêmement occupée. Enfin, les orbites autour de la Terre sont extrêmement occupées. On voit qu'on a un nuage, et l'essentiel des satellites de communication, mais également d'observation, sont sur ce qu'on appelle des orbites basses, donc des orbites qui sont comprises entre 400 km et 1000 km d'altitude, au-dessus de la surface. Et puis on voit cet anneau ici qui regroupe un certain nombre de satellites, qui est l'orbite géostationnaire, pour laquelle un satellite, donc, quand il est placé à 36 000 km environ d'altitude, va rester stationnaire par rapport à un référentiel lié à la surface. Donc il va rester, et cette orbite est extrêmement utilisée pour les communications et pour l'observation météorologique, comme on le verra juste après. On voit l'explosion un peu, alors là je fais une digression un peu sur l'observation satellite, mais on voit l'explosion du nombre de satellites actuellement en orbite. En 2019, on était à 5000 satellites en opération, on a passé le cap des 10 000 en 2024. Plus de la moitié des satellites en opération actuellement sont le fait de ce que Elon Musk a décidé de faire, c'est-à-dire fournir du réseau aux voyageurs en avion pour l'Internet mobile. Voilà, je vous laisse juger de l'opportunité de faire ça. Alors les satellites, si je veux aussi vous montrer le changement de perspective que donne un satellite, je vais vous présenter deux images coup sur coup et vous allez comprendre immédiatement de quoi on parle. On est actuellement dans les steppes mongoliennes au nord de la Chine. Et on regarde les nuages avec cette perspective-là, même si vous tournez la tête, vous allez en voir une certaine partie, mais vous allez voir ça. Et si je me place maintenant à 800 km d'altitude, au-dessus du même point, donc la photo a été prise quelque part ici, le même jour, on reconnaît les nuages ou on ne les reconnaît pas, mais enfin voilà ce qu'on voit. Donc voilà ce que vous voyez de la Terre, et voilà ce que vous voyez de l'espace. Donc évidemment, je crois que de manière évidente, on comprend tout de suite immédiatement ce que le satellite va pouvoir nous amener en termes de vision d'échelle, en termes de gain sur la largeur d'échelle qu'on peut observer. On va voir les différents types de nuages, on va voir vraiment les systèmes s'organiser, etc., etc. Donc cette nouvelle perspective que les satellites offrent, elle a été évidemment essentielle. Et c'est une révolution d'observation qui a eu lieu sur la durée d'une vie. Et cette histoire commence en fait en 60... j'ai plus la date en tête, je crois 65 pour cette image-là, ou 57 pour cette image-là, qui est une image, donc la première image prise depuis l'altitude de 60 000 et qui est prise à partir d'un appareil photo placé sur une roquette V2. On peut considérer que c'est la première vue de la couverture nuageuse depuis l'espace. Et à cette époque-là, toute la révolution de l'imagerie et de l'observation spatiale était en route.
voilà la première image qui, quelques années plus tard, a été prise depuis le premier satellite météorologique, le satellite TIROS, donc 1er avril 1960. Alors vous voyez que la qualité de l'image est escalée, hein, c'est pas extraordinaire, mais on commence à avoir des choses. Et puis, seulement 5 ans après, on a la première image complète, cartographie complète de la couverture nuageuse, réalisée à partir d'un satellite météorologique également. Et on voit qu'on commence cette fois-ci à observer absolument, donc on a toutes les déformations liées à la prise d'image. Évidemment, la carte qui a été réalisée n'est pas du tout au standard de ce qu'on peut faire actuellement. Mais vous voyez un peu l'essor pris par l'observation à ce moment-là. Un an plus tard, on a le premier satellite géostationnaire mis en orbite, le satellite ATS-1, qui va commencer à nous fournir les premières images complètes du disque géostationnaire. Et là, à nouveau, c'est une révolution puisqu'on va suivre dans le temps l'évolution des nuages, les masses nuageuses, etc. À nouveau, un an après, les premières images couleurs de la Terre, fournies par un satellite. Et puis, encore à peu près au même moment, des images ensuite en vraie couleur qui seront fournies par, à nouveau, des satellites géostationnaires. Et depuis, en fait, l'observation n'a cessé de progresser. On a, alors, ce n'est pas des images satellites à proprement parler, ça c'est une image de la bille bleue, comme il l'avait appelée, prise par la mission Apollo en 1972. Et puis ça, c'est une image un peu plus récente, du 11 décembre 1990, qui est en fait une vidéo prise depuis la sonde Galileo, et qui a réalisé la première vidéo d'une rotation complète de la Terre. C'est la première fois qu'on observait depuis un point relativement fixe pendant le temps d'observation de la planète. Depuis, on a des missions d'observation qui sont placées sur un des points de Lagrange, qui est un point spécifique entre la Terre et le Soleil, qui permet d'être fixe par rapport à cet axe Terre-Soleil, et qui permet d'observer de manière régulière la rotation de la Terre et le bilan radiatif au cours de la journée. Alors, comment je passe à la suite? Hop là. Alors, je suis bloqué. Non, ça y est, voilà. Alors, voilà. Donc, les satellites ont permis ça. Ils ont permis de prendre de la hauteur. Et quand on va faire de la télédétection spatiale, on va s'intéresser à ces nuages. Il va falloir les définir. Quelles sont les propriétés qu'on va utiliser pour définir les nuages? On va définir la fraction nuageuse. On va chercher de quantifier la fraction nuageuse, alors soit en 2D, soit en 3D, c'est-à-dire aux différents niveaux d'altitude de la couverture nuageuse. On va essayer de caractériser leur extension spatiale, verticale. On va caractériser l'extension verticale de deux manières, soit en déterminant directement l'altitude à partir de capteurs actifs, soit en estimant les niveaux de pression du sommet des nuages. Et puis on va caractériser leur épaisseur géométrique. Sur les propriétés des nuages, on va s'intéresser à la phase de l'eau condensée. Tout à l'heure, François-Marie l'a mentionné. Les nuages de glace et les nuages liquides ont des propriétés radiatives extrêmement différentes liées à la forme des particules et à leur composition. On va caractériser l'épaisseur optique. Alors l'épaisseur optique, ça va être la brillance du nuage, hein, un peu très, très liée à son albédo, la taille des particules et les contenus en eau. Donc toutes ces questions-là, c'est des paramètres qu'on va essayer de déterminer. Et puis ensuite, on va aussi s'intéresser à la durée de vie des nuages, on va essayer de caractériser leur cycle, etc., etc. Alors je vais commencer tout de suite par vous dire à quel niveau on est. Quand j'ai commencé, je connais François-Marie depuis très longtemps, donc j'étais bébé quand j'ai commencé ma thèse au même moment où il était déjà un brillant chercheur. Depuis 20 ans, et quand j'ai commencé notamment, on considérait que les nuages étaient des couches planes, parallèles et homogènes. Donc vous imaginez, vous regardez un nuage tel qu'il est dans l'atmosphère, et nous, la façon dont on représentait ce nuage, c'était une couche homogène, une sorte de tablette de chocolat blanche, complètement homogène. Simplement parce que pour calculer les propriétés, pour faire de la télédétection, on doit être capable de relier les propriétés supposées du nuage aux mesures qu'on est capable de faire, donc à la mesure de rayonnement. Et pour faire ce lien entre les propriétés du nuage et le rayonnement mesuré, on a des modèles physiques qu'on appelle des modèles de transfert radiatif qui vont nous permettre de simuler le signal.
Et cette simulation est relativement complexe, et surtout elle est coûteuse en temps de calcul. Donc on est, quand on fait de l'observation spatiale, sur des hypothèses historiquement relativement simples. Voilà. Mais si vous prenez une couche homogène parallèle, vous pouvez déterminer son épaisseur, son altitude, son contenu en eau moyen, etc., etc. Donc voilà les propriétés auxquelles on va s'intéresser en télédétection. Et je vais maintenant vous présenter un peu les moyens d'observation qu'on a à notre disposition pour comprendre ces propriétés. Alors, une des expériences qui a eu lieu dans les années 2000, c'est l'expérience Aquatrain. Donc, c'était un moment où les moyens d'observation s'étaient tellement développés qu'on n'arrivait plus à mettre tous les instruments sur une seule plateforme. Donc, les agences spatiales japonaises, françaises et américaines se sont entendues pour faire une sorte de train de satellites et placer donc différents instruments avec différentes capacités sur une sorte de petit train de l'espace comme ça. On va retrouver l'instrument Polder sur parasol dont François-Marie a parlé tout à l'heure. On va trouver des capteurs actifs, donc un LIDAR. Donc un LIDAR, c'est un instrument qui utilise un faisceau laser donc pour aller sonder verticalement l'atmosphère. On avait également un radar sur CloudSat, et puis différents imageurs météo, des instruments pour la chimie atmosphérique, etc., etc. Et donc, tous ces instruments avaient vocation à caractériser de manière la plus complète possible l'atmosphère. La base de cette complémentarité entre ces instruments, c'est que, en fonction de la longueur d'onde que vous utilisez, ou que vous mesurez, vous allez être sensible à des particules ou des composants de différentes tailles. Donc, quand on regarde la composition atmosphérique, on a des gaz, on a des gouttelettes qui sont de l'ordre de 5 à 12, 13, 14 microns. On a des cristaux de glace qui peuvent aller de quelques dizaines de microns à quelques centaines de microns. Puis on a les précipitations, les gouttelettes précipitantes, et puis les cristaux de glace, la neige, jusqu'à des grêlons qui, actuellement, commencent à atteindre des tailles absolument phénoménales, puisqu'au Texas, au printemps dernier, on a mesuré des grêlons de plus de 10 cm de diamètre qui tombaient suite à des événements convectifs intenses, en particulier liés au changement climatique, notamment, et à l'intensification de la convection et de ces événements extrêmes. Alors, toutes ces particules qui ont différentes tailles, eh bien justement, on va utiliser différents instruments avec différentes longueurs d'onde pour tenter de caractériser l'ensemble. Sachant que si vous regardez un nuage à partir de longueurs d'onde dans le solaire, vous allez être principalement sensible au sommet des propriétés au sommet de ce nuage. Par contre, si vous utilisez des micro-ondes, vous allez être beaucoup plus sensible à l'intégrale sur la colonne de tout le contenu en glace ou en eau liquide, et donc principalement sensible aux gros hydrométéores, les cristaux de glace, les précipitations. Et donc je pourrais détailler ça un peu pour toutes les longueurs d'onde, mais l'idée c'est que au début des années 2000, on a développé des instruments individuels, et on est dans une ère actuellement où on va essayer de fusionner et d'utiliser en synergie l'ensemble de ces instruments pour caractériser complètement l'atmosphère, sachant qu'un instrument individuel ne fournissait qu'une partie de la solution sur les nuages. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ces moyens d'observation. Hein. Le GWEX Cloud Assessment, donc, qui est un exercice international d'évaluation de la couverture nuageuse, a rassemblé de nombreuses équipes, et on a utilisé beaucoup d'instruments pour essayer de caractériser cette couverture nuageuse. Alors, le nom des scientifiques importe peu. Je vais juste vous montrer le résultat un exemple de résultat de ce travail. On a considéré, donc, ici, vous voyez, une douzaine d'instruments spatiaux, avec, pour le même instrument, parfois plusieurs équipes qui essaient de déterminer les propriétés à partir des mesures. Et puis, on s'est amusé à comparer, enfin, on s'est amusé, pas vraiment, on a comparé les fractions nuageuses estimées à partir de ces capteurs, et vous voyez que selon l'instrument que vous allez utiliser, on va avoir des fractions nuageuses de l'ordre de 70%, c'est-à-dire que 70% de la planète est couverte en permanence par des nuages, et puis d'autres instruments vous diront bah, c'est plutôt autour de 60%. Alors, entre 60 et 70% de fractions nuageuses, vous multipliez ça par l'albédo moyen et l'effet radiatif moyen de la planète que vous aviez tout à l'heure, vous comprenez très rapidement que l'incertitude de 1 watt par mètre carré, elle est très très facilement dépassée quand on fait le calcul. Et pour complexifier le problème, les instruments sont
à peu près d'accord, à 10% près, sur la couverture la couverture nuageuse totale. Mais quand on s'intéresse aux nuages hauts, aux nuages moyens ou aux nuages bas, ça devient encore plus... Décidément, j'ai du mal avec cette technologie. Donc on voit que les différences sont encore plus importantes sur certains types de nuages. Alors ça s'explique en particulier sur les nuages hauts, parce que les nuages hauts sont des nuages relativement fins en général, et donc ces nuages de type cirrus, que vous voyez qui ressemblent à des cheveux dans le ciel, et ces nuages sont plus ou moins compliqués à détecter en fonction de la longueur d'onde et de l'instrument et de sa résolution spatiale. Donc voilà un peu pour vous donner un panorama du défi que représente ne serait-ce qu'un paramètre aussi simple que la fraction nuageuse, hein, juste est-ce qu'il y a un nuage, est-ce qu'il n'y en a pas. On voit que les réponses sont relativement diverses. Alors pour faire ces observations, on a toute une batterie d'instrumentation. À nouveau, je fais une petite parenthèse, c'est une des beautés, je trouve, de ce domaine, c'est que le monde a très très rapidement collaboré pour l'observation des nuages. Et l'Organisation mondiale météo, justement, a permis de favoriser cette collaboration internationale. Chacun des grands groupes, des grands pays, a développé ses agences spatiales et ses moyens d'observation, mais il y a un partage vraiment de la donnée entre ces agences. Et on peut donc mentionner l'agence européenne EUMETSAT, qui opère les satellites météo pour l'Europe, la NASA, évidemment, qui avec la NOAA, opère les satellites météo américains. Voilà, on a des constellations internationales qui permettent d'observer les précipitations, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Si on regarde un peu tous les instruments météorologiques dédiés à la météo actuellement, voilà, c'est un peu le panorama que vous avez avec les satellites géostationnaires pour l'Europe, pour la Chine, le Japon, et puis pour les Américains de ce côté-ci, et puis un certain nombre d'orbites polaires qui sont les satellites défilants pour l'observation. Donc tout ça nous donne accès à des observations, si je me focalise sur les données géostationnaires. On a donc un ensemble de satellites géostationnaires en couronne autour de la planète qui nous fournissent des observations quotidiennes et globales. Et en fait, on peut reconstituer à partir de ces différents géostationnaires. Donc ça, c'est cinq instruments, hein. Donc Météosat pour l'Europe, Météosat, et on a un Météosat actuellement sur l'Inde qui est placé là. On a le satellite japonais Himawari qui est opéré par la JAXA, et puis 2 satellites américains GOES. Et en fait, on peut recomposer ces observations. Les satellites géostationnaires permettent d'accumuler les observations en continu. Là, ici, l'image qui vous est présentée présente une image par heure. Et donc, on peut observer de manière globale, jour et nuit, l'évolution de la fraction nuageuse, de la couverture nuageuse et des propriétés de ces nuages. Là, l'animation que je vous ai... je vais essayer de la rejouer juste 2 minutes. Cette animation est créée avec des images, une image par heure. On a, dans les dernières générations de satellites géostationnaires, des capacités d'observation en routine d'une image toutes les 10 minutes, une image globale toutes les 10 minutes. Et pour le suivi de certains événements extrêmes, des capacités d'imagerie à une image par minute. Donc ça veut dire qu'on est vraiment des moyens d'observation extrêmement importants grâce à ces capteurs. Donc voilà un peu les moyens qu'on a à notre disposition actuellement. Et je vais y arriver. Voilà. Une des questions qui va se poser à partir de ces données, je reviens sur tout à l'heure les différentes échelles d'observation qu'on allait pouvoir aborder, l'échelle climatique, l'échelle météorologique et puis l'échelle des processus. Pour l'échelle climatique, ce qui va importer, c'est d'être capable de regarder dans le long terme les tendances et les évolutions de la couverture nuageuse et ses propriétés. Alors, il y a un projet qui a été initié dans les années, début des années 80 par une équipe américaine, et c'est le projet ISCP, qui est un projet international de climatologie des nuages par satellite. Et c'est actuellement la plus longue série de données disponibles qui rassemble notamment les données géostationnaires, les données d'opération, les données météorologiques. Ces données sont traitées, validées, leur qualité est évaluée et permet de produire des statistiques sur la couverture nuageuse.
Évidemment, la façon dont vous traitez les données, la résolution à laquelle vous allez traiter les données, est-ce que je fais mes moyennes à 1 degré par 1 degré de latitude ou à plus haute résolution, tout ça, en fait, a une importance sur le résultat final. Je vous montre simplement ici la série de données à ISCP à 1 degré, donc c'est la couverture nuageuse mensuelle pour le mois de janvier 2009 à 1 degré. Et puis là, c'est la même chose à 2 degrés et demi. Et donc, selon l'échelle d'observation que vous allez regarder, vous n'allez pas forcément avoir exactement le même résultat. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, parce que quand vous commencez à accumuler des observations sur 20, 30 ans, ce n'est pas le même instrument, il n'a pas la même résolution, il n'a pas la même capacité spectrale. Et si vous voulez être capable de faire une tendance, établir une tendance temporelle qui a du sens, il faut absolument que vous accumuliez des données dans les mêmes conditions. Sinon, vous introduisez des biais liés à l'observation. Et donc ça, c'est vraiment un des défis importants. En supposant qu'on fasse ce travail sérieusement, et c'est le cas, on peut donc ensuite estimer des variations. Donc depuis juillet 83 jusqu'à juillet 2009, je crois ici sur ce graphique, si je ne me trompe pas, vous voyez l'évolution de la couverture nuageuse moyenne, selon cette base de données. On est grosso modo autour de 68%. Et puis quand on regarde ça, donc on voit quelque chose. On pourrait éventuellement penser qu'il y a une tendance temporelle. Évidemment, cette variation de la couverture globale n'est pas la même sur les continents et sur les océans. Et pour le coup, quand on regarde ce qui se passe sur les océans, on a vraiment l'impression que la couverture nuageuse aurait tendance à diminuer. Alors, il faut toujours se méfier quand on regarde une série temporelle. Il y a ce qu'elle a l'air d'être et il y a ce qu'elle est sur le long terme. Et comprendre cette série, établir une tendance qui est statistiquement significative, eh bien, ça prend du temps. C'est un peu comme la blague du canon. Hein, combien de temps? Un certain temps. Et sur certains temps, pour les nuages et pour l'observation de l'atmosphère, ça va dépendre de la variabilité naturelle du système. C'est-à-dire que vous allez être obligé, pour établir une tendance qui est significative, d'observer pendant suffisamment longtemps pour battre la variabilité interne du système et sa variabilité régionale ou globale. Alors, pour vous donner l'ordre de grandeur, si on cherche à établir une tendance, donc on va prendre une série temporelle d'anomalies mensuelles sur une variable qui serait la couverture nuageuse ou n'importe quel autre paramètre. Si je veux établir une tendance de 2% par décennie de ce paramètre, il va me falloir, selon ce graphique, environ à peu près 10 ans au moins d'observation. Et je vais vous montrer plutôt sur des cartes pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Donc, ici, on va regarder la tendance à la fraction, donc l'évolution de la fraction de nuages eau, donc la quantité de nuages eau à la surface du globe. Et je vais faire mes moyennes, je vais faire mes séries temporelles par zone, et puis je vais regarder quelle est la tendance que j'observe, si j'observe ça sur 12 ans, ou si je l'observe sur 20 ans. Et j'ai enlevé de la carte tout ce qui n'était pas significatif statistiquement, donc ne subsistent que les tendances qui statistiquement sont robustes sur cette période-là. Et sur 12 ans, on a l'impression de voir des régions où la fraction nuageuse est en train de diminuer pour les nuages eau, et puis d'autres régions où les nuages eau ont l'air d'augmenter de manière également significative. Sauf que ça, c'est valable sur 12 ans, et que si je regarde sur 20 ans, les mêmes données, les mêmes instruments, simplement la statistique, eh bien cette fois-ci, vous avez beaucoup moins de régions où on a une tendance significative. Et donc, ça vous dit surtout qu'il faut être extrêmement attentif avec toute variation sur une courte durée d'un système comme ça, parce que le système climatique, et notamment sur la fraction nuageuse, est tellement variable que les variations qu'on voit ne sont pas du tout des variations à long terme, ce n'est pas des variations climatiques, c'est des variations internes du système. Quand François-Marie mentionnait tout à l'heure la corrélation qui avait été mise en évidence entre l'activité solaire, les rayons cosmiques sur 10 à 15 ans, une analyse statistique un peu robuste aurait pu nous dire qu'il fallait un peu quand même se méfier sur ce genre de choses. Voilà. Et en fait, si on regarde ça encore à partir des données,
Donc on va regarder un peu ce que je vous montrais sur les cartes juste avant, les tendances sur la zone océanique, comprise entre la zone intertropicale sur la zone pacifique. On voit la tendance qui peut être calculée régionalement ou sur cette zone-là en fonction du temps. Donc au début, on part avec, sur les quelques premières années, avec une tendance évidemment qui est interannuelle, une variation interannuelle qui est très importante. Donc on a des tendances. Et puis on accumule la série temporelle. On voit qu'on a au départ une tendance qui est positive, puis finalement une tendance qui est négative pour ces nuages. Et puis si on attend suffisamment longtemps, sur 20 ans, on se rend compte qu'en fait, il ne s'est rien passé. Donc, eh bien, on est bien avancé. En tout cas, on est relativement avancé, puisque ça montre quand même que sur une longue série temporelle, la fraction des nuages eau ne semble pas évoluer, en tout cas sur les 20 dernières années, à partir de l'instrument qui est utilisé ici. Alors ça, c'est pour ce qui concerne la partie climatique. Maintenant, si on veut s'intéresser au processus, les processus dans les nuages sont très très fortement liés à la phase de l'eau condensée. Est-ce qu'on a du liquide ou est-ce qu'on a de la glace? Je ne vais pas non plus vous refaire ma thèse que j'ai passée en 2001 sur le sujet, mais la phase des nuages peut être déterminée à partir des mesures de polarisation. Quand on mesure la polarisation à partir d'un rayonnement tel que polaire, d'un capteur tel que polaire, on voit apparaître des choses très très marquées. En fait, les nuages liquides présentent cet arc-en-ciel dont François-Marie a parlé tout à l'heure. Cet arc-en-ciel n'est présent que pour les gouttelettes sphériques, et donc quand on le voit, on sait qu'on a de l'eau liquide. Quand on ne le voit pas, on sait qu'on a de la glace. Donc je vous la fais très très courte. Cette capacité à distinguer l'eau de la glace, c'est important parce que les processus de précipitation, le déclenchement des précipitations, va être très fortement lié à la transition de l'eau liquide vers la glace. C'est ça qui va permettre d'accélérer la coalescence des particules et de déclencher les précipitations. Et donc on peut, par exemple, de manière statistique, regarder quelle est la fraction, et c'est ce que vous montre cette figure, quelle est la fraction d'eau sous forme de glace en fonction de la température du nuage. Et donc on voit que pour les températures très froides, on a 100% de glace. Pour les températures plus chaudes, supérieures à 0 degré, on a du liquide. Et statistiquement, donc là on n'est vraiment plus dans l'observation individuelle, mais on va accumuler des statistiques dans les conditions particulières, et statistiquement on va être capable de déterminer que la transition entre le liquide et la glace se produit vers moins 25 degrés Celsius. Évidemment, ça va dépendre de la région, ça va dépendre des conditions dynamiques, ça va dépendre des aérosols, des particules qui ont servi à former ces noyaux, les noyaux glacogènes, etc. Et tout ça, donc, statistiquement, va nous permettre de mieux contraindre la représentation des modèles dans les nuages. Donc, on a une première approche, à partir de l'analyse statistique, pour essayer de contraindre les processus. L'autre manière de regarder ces processus, et justement, c'est quelque chose qui est possible maintenant avec les satellites géostationnaires. Donc, l'animation qui vous est présentée là, c'est une animation avec des images prises toutes les 10 minutes, à partir du nouveau satellite géostationnaire européen, Meteosat 3e génération. Et donc, sur 24 heures, vous voyez l'évolution de l'atmosphère et de la couverture nuageuse à 10 minutes de résolution. Donc ça, c'est relativement passionnant parce que à partir du moment où vous êtes capable de résoudre dans le temps l'évolution du nuage, vous avez le processus que vous voyez de manière statistique sur la transition de phase. Cette fois-ci, vous allez observer dans le temps. Vous allez voir votre nuage se développer et potentiellement, vous allez voir la glaciation en regardant les bonnes longueurs d'onde. Vous allez pouvoir détecter ce niveau de glaciation et vous allez pouvoir essayer de comprendre à quel moment, dans quelles conditions ça se passe, à quel moment le nuage se met à glacer, et essayer de relier ça aux conditions dynamiques ou aux conditions environnementales dans lesquelles se forme le nuage. Alors c'est un travail qui a été fait, par exemple, par un de mes anciens étudiants, qui a regardé, donc il a sélectionné à partir des nuages géostationnaires des systèmes nuageux, il les a regardés se développer, et puis il a identifié à quel moment le nuage était en train de passer de l'eau liquide à la glace. On va appeler ça le moment de la glaciation. Et tous ces nuages qu'il a observés, donc il a environ 800 nuages qu'il a observés comme ça, de manière indépendante, il a tout resynchronisé en se disant, voilà, mon temps de référence, c'est le moment où le nuage se met à glacer, et je vais utiliser ça comme temps de référence, et je vais regarder les propriétés de mon nuage avant la glaciation et après la glaciation. Et ça vous donne ce genre de courbe. Par exemple, ici on voit la température au sommet du nuage en fonction du temps, la référence ici étant le moment où le nuage glace.
Et ce qu'on voit, c'est que le nuage donc, se refroidit, donc c'est lié à la convection, en fait, hein, principalement le nuage donc, grandit par convection, et puis à un moment, il a atteint un niveau où la glaciation va pouvoir avoir lieu. Et puis, il va continuer à se développer. Vous voyez qu'on a une sorte d'accélération, c'est-à-dire que brutalement, le nuage refroidit. Donc ça, c'est vraiment lié au processus de glaciation. Le passage de l'eau liquide à la glace va relâcher de l'énergie et va permettre de renforcer la convection du nuage. Et donc, on va pouvoir observer à partir de ça, eh bien, justement, par exemple, l'énergie qui va être relâchée. On va regarder la variation d'altitude. Donc ça c'était pour la température au sommet, mais on peut regarder l'altitude du sommet du nuage. On peut regarder la vitesse verticale du nuage. Et on voit qu'à ce moment où la glaciation se forme, on a vraiment un boost de la convection. Le nuage va soudainement subir une convection un peu plus importante. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à nouveau, cette observation satellite va vraiment vous permettre d'accéder à des processus. On est toujours dans l'observation statistique, c'est-à-dire que la variabilité du système est telle qu'on ne peut pas se baser sur un seul cas pour tirer des conclusions sur ces processus. Mais par contre, statistiquement, en ayant plusieurs centaines de systèmes observés, on va pouvoir tirer des conclusions sur ce qui est en train de se passer. Et si on veut aller encore un petit peu plus loin, on va s'intéresser à la taille des gouttelettes, et merci à nouveau à François-Marie pour l'introduction sur le sujet. Donc, François-Marie nous a expliqué qu'on pouvait faire la différence entre des gouttelettes de 5 à 6 microns en utilisant les arcs de polarisation qu'on observe, par exemple, à l'instrument polaire. Donc, ça nous donne une information sur la taille des particules. Évidemment, ce n'est pas la seule méthode qu'on a à notre disposition. Donc, la polarisation, c'est une méthode. On a d'autres techniques qui permettent de faire ça, notamment en regardant l'absorption par l'eau liquide ou par la glace dans des longueurs d'onde du moyen infrarouge, donc des longueurs d'onde un peu plus grandes que le visible. Et donc, en comparant le rayonnement visible et le rayonnement qu'on mesure dans le moyen infrarouge, on est capable de déterminer l'absorption des particules et de remonter à leur taille. Voilà. Donc, je fais ça assez brièvement. La longueur d'onde qu'on va utiliser va être très importante sur la réponse qu'on va obtenir. Parce qu'en fait, le rayonnement, en fonction du niveau d'absorption dans le nuage, le rayonnement va pénétrer plus ou moins dans le nuage. Et ce que vous allez mesurer va vous donner une information qui a été plus ou moins intégrée sur une dimension variable dans votre nuage. Et les tailles de particules que vous allez estimer à partir de ces différents canaux, selon le canal que vous avez utilisé, la bande spectrale, vous allez parfois être plutôt sur le sommet du nuage, parfois un peu plus profond. La polarisation dont on a parlé tout à l'heure vous apporte vraiment de l'information sur le sommet du nuage. Les bandes qu'on utilise en luminance totale, elles pénètrent un peu plus dans le nuage et vont apporter de l'information un peu plus en profondeur. Et quand on fait ces inversions, quand on regarde les statistiques qu'on obtient sur les tailles de particules à partir de ces différents canaux, en fait, on a des solutions très différentes. Je reviens à mon idée tout à l'heure. On est dans un monde où les nuages, pour nous, sont extrêmement simples. C'est des couches homogènes, planes, parallèles, donc extrêmement simples, où on va supposer que le rayon, il a une valeur unique, et évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, quand vous utilisez des longueurs d'onde qui pénètrent plus ou moins dans le nuage, vous obtenez des réponses différentes. Simplement parce que, naturellement, dans un nuage, dans un vrai nuage, le rayon effectif et la taille des particules varient, et donc vous allez avoir différentes réponses. C'est illustré par ces images-là. Les statistiques, donc la taille moyenne des particules qui est représentée ici, a été établie à partir de l'instrument MODIS, et l'instrument MODIS dispose de 3 canaux dans le moyen infrarouge à 1,6, 2,1 et 3,7 microns. Ces 3 bandes peuvent être utilisées indépendamment pour restituer la taille des particules, et ces 3 bandes vous donnent 3 réponses différentes. Si on regarde les statistiques moyennes, on est sur des valeurs entre 25 et 20 dans ces régions ici équatoriales pour la bande à 1,6 micron. Pour 2,1, c'est un peu plus faible. Et puis pour le canal à 3,7 microns qui est ici, on voit que les tailles de particules sont très différentes. Et puis si on fait la même chose avec la polarisation, on va également avoir quelque chose de différent. Et je reviens là-dessus. La polarisation va plutôt vous apporter de l'information sur vraiment le sommet du nuage. Et puis ensuite, en fonction de la longueur d'onde que vous utilisez, vous allez voir plus ou moins profondément dans le nuage.
Alors on pourrait se dire que c'est un problème, évidemment, parce qu'on n'a pas une solution unique, mais c'est extrêmement intéressant parce que si on est capable de sonder le nuage à différents niveaux, on va être capable de remonter potentiellement au profil des particules. Et là encore, on arrive sur la question des processus. Quand un nuage se développe, les gouttelettes vont se former à la base du nuage sous l'effet de la condensation. La convection va permettre de faire grossir ces gouttelettes. Et ensuite, en fonction de la dynamique du nuage et de ses conditions environnementales, à nouveau, ces gouttelettes soit peuvent commencer à rediminuer parce qu'elles vont se mélanger avec de l'air sec et les gouttelettes vont se réévaporer, ou alors vous avez suffisamment de vapeur d'eau pour que le nuage continue à se développer et vous allez avoir un processus de coalescence qui va faire que les gouttelettes vont grossir et puis à un moment précipiter. Et ça, c'est extrêmement important parce que, évidemment, pour les prévisions météorologiques ou pour la compréhension des processus de précipitation, on doit être capable de déterminer ces propriétés. Donc l'idée qu'on a actuellement, et là on est vraiment sur les dernières années de recherche qu'on peut évoquer, on va changer donc notre modèle, on ne va plus considérer que le modèle il est homogène, on va essayer de décrire de manière physique le modèle de nuage en prenant en compte la variation de la taille des particules dans le modèle, et on va essayer d'inverser ces propriétés à partir des différentes bandes spectrales qu'on a. Alors, ça permet, je vais peut-être aller rapidement là-dessus, ça permet plein de choses, ça permet d'améliorer les processus, ça permet d'améliorer la cohérence des inversions qu'on peut faire, d'améliorer les calculs de flux, de forçage des nuages pour l'atmosphère, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt m'attarder sur l'approche qu'on va avoir sur ces choses-là. On va partir d'un modèle extrêmement simplifié de nuage, qu'on faisait, c'est-à-dire il y a 20 ans. On estime l'altitude du nuage, son épaisseur. Et puis, on va essayer d'améliorer, de fournir une première forme de profil à partir d'informations statistiques. Et ensuite, tout à la fin, on fera vraiment du calcul direct, c'est-à-dire qu'on va optimiser la solution. On va faire du calcul à partir d'un modèle physique complet. Et à partir de méthodes itératives, on va optimiser notre représentation du nuage pour coller au mieux ainsi. Alors, voilà, moi je pense que j'ai encore 10 minutes. Si ce n'est pas le cas, vous m'arrêtez. OK. Alors, cette idée d'utiliser différentes bandes spectrales, elle est pas récente. Hein. En fait, il y a plein d'auteurs qui ont regardé ces questions-là et qui regardaient notamment donc, les variations de taille de particules dans le nuage, avec des modèles à l'époque, des modèles qui étaient linéaires. À nouveau, je vais pas insister trop là-dessus. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a utilisé un modèle de simulation de nuages à haute résolution et on a tenté de simuler dans plein de conditions, en fonction de l'entraînement, de la vapeur d'eau, des profils de température, etc. On a essayé de comprendre quel était le profil typique d'un nuage pour passer, non pas d'un... Je ne sais pas qui est-ce qui me fait des blagues, là, c'est moi. Pour passer donc de ce modèle plan parallèle homogène à un modèle plus physique qui représenterait la variation des tailles de particules. Donc on a fait ces simulations et on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait approximer la variation de la taille des particules par des profils qui ressemblaient plus ou moins à ça. Alors c'est pas vraiment un triangle, mais en fait on a la phase de croissance adiabatique ou subadiabatique du nuage avec la croissance des tailles de particules. Et puis ensuite au sommet, en fonction de l'entraînement ou du mélange d'air sec qu'on peut avoir au sommet ou de l'intensité de la convection, bien parfois les tailles rediminuent ou parfois elles rediminuent un peu moins. Et on a fait un modèle à nouveau extrêmement simplifié, on appelle notre modèle à deux régimes, où on représente cette variation de manière analytique depuis la base jusqu'à une partie dans le nuage où la taille des particules atteint sa valeur maximale. Et puis ensuite, en fonction des conditions, on va pouvoir rediminuer, etc. Le gros avantage de ce modèle, c'est qu'on va pouvoir relier les propriétés qu'on inverse depuis le satellite à des choses qui sont liées à la dynamique du nuage, donc à l'entraînement, et à des choses qui sont beaucoup plus proches de ce que les modèles utilisent pour leur simulation. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que historiquement, les gens qui font de l'observation et les gens qui font du modèle dans l'atmosphère ont beaucoup de mal à se parler parce qu'en fait, on ne parle pas tout à fait le même langage. Et quand on décrit un nuage, nous, ce n'est pas les mêmes paramètres que les modélisateurs utilisent pour leur description. Donc on essaie de faire cette convergence actuellement pour pouvoir parler un peu plus aux modélisateurs.
Alors évidemment, une fois qu'on en est là, on n'a pas fait le chemin, puisqu'il va falloir ensuite faire du transfert négatif, calculer le signal, et puis de manière itérative, ajuster les paramètres de ce modèle pour permettre la restitution. En pratique, c'est extrêmement coûteux en temps de calcul, à tel point que si on se lance là-dedans, d'abord, il y a de fortes chances qu'on ne trouve pas de solution, qu'on n'arrive pas à converger vers une solution stable rapidement, et en plus, c'est très très long. Et donc, ces dernières années, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour finalement réussir à faire ces inversions sans que ça prenne 100 ans, puisqu'il sera probablement trop tard le jour de la réponse. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un nuage, je le reconnais quand j'en vois un. Et ça, c'est une image donc, prise par satellite. Vous reconnaissez ces nuages, et si vous avez une petite culture scientifique en météorologie, vous allez même peut-être déjà identifier des nuages hauts qui ressemblent à des cirrus, des nuages bas qui sont un peu plus convectifs. Si je vous montre une image avec... Donc ça, c'était une image dans le visible. Si je vous montre une image avec d'autres longueurs d'onde, des longueurs d'onde qu'on utilise typiquement pour l'inversion des tailles de particules, on voit apparaître d'autres choses dans le nuage. On commence à voir se séparer ces endroits un peu plus convectifs. La texture du nuage, la couleur de cette image, intuitivement vous dit qu'il y a quelque chose qui est différent d'un nuage à l'autre. En fait. Et si vous regardez ça donc à grande échelle, vous avez une solution. Si vous regardez à plus petite échelle, vous allez encore avoir le sentiment de voir des différences d'un nuage à l'autre. Et cette connaissance intuitive ou cette compréhension intuitive que vous avez, elle existe, enfin en tout cas, elle est porteuse d'informations sur le nuage. En réalité, le nuage, il est la manifestation au sein de l'atmosphère de conditions dynamiques, thermodynamiques particulières. Le nuage, il est là parce que l'atmosphère a une dynamique et des contenus en vapeur d'eau qui sont spécifiques. Donc, sa forme, la façon dont il se forme, sa texture, la turbulence, tout ça va traduire, c'est vraiment insupportable, tout va traduire les conditions dans lesquelles se forme le nuage. Et en fait, les conditions dans lesquelles se forme le nuage vont gouverner les processus et donc vont gouverner les propriétés de ce nuage. Ça veut dire qu'il y a un lien, en fait, qui est compliqué à faire, mais il y a un lien entre la forme, la texture du nuage et ses propriétés à l'intérieur. Et le travail que vous êtes capable de faire, parce qu'avec votre cerveau extrêmement éduqué, si j'en crois l'audience, vous êtes en mesure de dire, bah voilà, ça c'est un cirrus, ou ça c'est une tour convective, et donc je sais des choses sur ce nuage. Cette information, vous l'avez apprise statistiquement, votre cerveau a appris à faire ces choses-là. Et si je vous parle de cerveau et d'intelligence, évidemment, vous allez tout de suite me dire intelligence artificielle, apprentissage ou naturel. On a donc justement tenté de reproduire ce que naturellement on fait avec de l'apprentissage machine. Et on s'est posé la question, est-ce que l'apprentissage machine est capable de nous donner cette relation entre la forme, la texture du nuage, et puis ses propriétés microphysiques. Alors, on a fait quelques expériences. Par exemple, celle-ci. Donc ça, c'est une image, sont des imagettes, des vraies images, hein, en composition colorée prise par un satellite comme MODIS. On a extrait de ces images un seul canal, donc on n'a plus d'informations spectrales, on n'a plus que la texture du nuage. Et on a appris à un réseau de neurones à créer, à prédire une image spectrale à partir uniquement de la texture. Et alors évidemment, ce n'est pas parfait, mais les expériences qu'on a pu réaliser montrent qu'on y arrive, en fait, et on y arrive de manière extrêmement intéressante. Et c'est la démonstration que la texture du nuage, à nouveau, est très liée à ses propriétés, et que l'observation dans son ensemble de la couverture nuageuse peut permettre de tirer de l'information qu'on n'exploitait pas avant. Quand on fait des inversions historiquement en télédétection spatiale, on va considérer que les pixels, donc chaque point de cette image, on va traiter l'information de manière individuelle, et donc on n'utilise que l'information spectrale ou multispectrale, et on utilisait très très rarement l'information spatiale du nuage. Et la preuve est faite qu'en utilisant cette information, en apprenant à reconnaître les textures, les formes, etc., on est capable de relier ça aux propriétés microphysiques du nuage et donc à reproduire de l'information spectrale. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est à nouveau un autre exemple sur le même type d'exercice. Donc la texture à fine résolution donne de l'information. Et puis on a fait aussi un autre exercice, c'est qu'on a pris les images
cette fois-ci à grande échelle, où on voit les structures nuageuses, les dépressions se former, etc. Et on a tenté d'extrapoler ces images pour créer des scènes réalistes. Et là aussi, en fait, on s'est rendu compte que la forme du nuage, la forme du système, porte de l'information qui, statistiquement, peut être exploitée pour représenter ce qu'est le nuage. Donc voilà un peu où on en est actuellement. C'est-à-dire qu'on est en train de développer des méthodes basées sur l'apprentissage machine qui vont exploiter la texture des images, la texture à grande échelle, pour statistiquement restituer de l'information sur les propriétés du nuage, notamment les profils. Là, c'est un dernier exemple que je vous montre où on a utilisé des propriétés du nuage pour restituer les profils verticaux de contenu en glace. Bon, là, c'est des réflectivités radar, mais on pourrait relier ça à des profils de contenu en glace. Et à nouveau, ça marche. Alors, c'est un peu la magie du machine learning. Hein. Ça fonctionne. On essaye de comprendre pourquoi. Il y a vraiment des questions absolument passionnantes à se poser sur comment est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus physique, un peu plus compréhensible. Mais en tout cas, ça marche. Et donc, on est dans cette étape où on va passer du modèle très simple de nuage plan parallèle homogène à un modèle qui sera vraiment complètement physique, qui va décrire les propriétés. Et le pont qui sera fait entre ces deux modèles extrêmes, c'est le machine learning qui pour l'instant, nous donne la solution la plus, comment dire, a priori la plus réaliste, parce que cette information statistique, elle est exploitable et elle permet de faire le lien. Voilà. Alors, je suis arrivé un peu au bout de mon exposé. Je vais vous remettre les quelques points de conclusion ou de messages à retenir. Je pense que le cours de François-Marie vous aura convaincu que les nuages sont une composante absolument essentielle du système climatique et météorologique. Les systèmes d'observation qui sont à nos dispositions sont extrêmement intéressants, sont très très variés. On a des défis actuellement pour utiliser tous ces systèmes de manière cohérente pour fournir une description consistante, cohérente de l'atmosphère et qui soit compatible avec toutes ces observations. Et évidemment, alors c'est peut-être un peu triste de terminer là-dessus, mais malheureusement, l'apprentissage machine, l'IA entre guillemets, est devenu un outil incontournable et un outil absolument fantastique. Je me souviens d'avoir eu des discussions pendant ma thèse avec François-Marie sur le sujet, donc ça remonte à quelques 25 ans. On n'était pas forcément convaincu à l'époque que c'était utile. La preuve est très très largement faite que c'est un outil au même titre que plein d'autres, qui est extrêmement utile en télédétection et qui se développe énormément. Voilà, je vous remercie pour votre attention.